9h30. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue. Je suis Olivier et vous avez Céline aussi en écran, et puis qui n'est pas visible, mais derrière son clavier, Sophie aussi qui nous accompagne. Bienvenue dans cette conférence donc en ligne, comment travailler pour la transition écologique. Et donc, il est temps de commencer. Je vous propose d'abord de discuter de quelques règles de fonctionnement. Donc, d'abord, la durée totale de la conférence, avec une partie questions et réponses à la fin, va être de 1 heure. On vous a normalement demandé de fermer vos micros et vos caméras parce que vous êtes beaucoup trop nombreux pour qu'on puisse converser tous ensemble. Si vous avez un quelconque problème, vous vous adressez par le chat à Sophie qui va vous répondre. Et puis, donc on prévoit une partie questions et réponses à la fin. Donc, notez vos questions, n'hésitez pas, ou écrivez-les dans le chat et on y répondra ensemble à la fin. Voilà, je vais effectivement, je suis désolé, j'enlève pour couper la conversation parce que sinon, je ne vois pas assez les diapos. Et donc, sur ces bonnes bases-là, on peut commencer. Je vois que vous êtes plus de 40 actuellement à suivre cette conférence, donc je suis très impressionné de parler devant un écran tout seul, mais d'avoir en fait 40 personnes, ce qui fait 80 oreilles qui m'écoutent en fait. Alors, vous êtes ici parce que vous vous intéressez au thème de la transition écologique et notamment à cette question clé qui est comment est-ce qu'on peut travailler pour la transition écologique. Alors, pour commencer à défricher un petit peu le sujet, travailler pour la transition écologique, ça peut être une manière de donner plus de sens à votre carrière. Ça peut être aussi, pour vous, un moyen de trouver un job plus épanouissant. Ça peut être aussi quelque chose qui vous permet de respecter vos valeurs profondes, mais pas que à la maison et dans votre vie, mais aussi au travail. C'est une chose importante. Ça peut être aussi, et c'est souvent le cas des gens qui viennent jusqu'à nous, d'avoir un impact positif, non seulement sur la société, mais aussi sur la nature, sur les écosystèmes, d'essayer de contribuer à arrêter de faire n'importe quoi, comme disait Céline un jour. Autre dimension du sens, c'est peut-être se sentir utile, tout simplement. C'est-à-dire voir les effets de notre activité au quotidien, et puis donc en gagner un sentiment de fierté et d'utilité. Ça peut également être apporter une contribution à la marche du monde. Voilà. Non seulement être utile, mais avoir l'impression qu'on fait avancer le monde dans la bonne direction. Et puis, ça peut être beaucoup d'autres choses. Voilà, j'ai mis juste quelques exemples pour essayer de vous situer de quoi nous parlons. Malheureusement, aujourd'hui, c'est très difficile de trouver un travail au service du sens et de la transition écologique. Et donc, j'ai essayé de lister aussi quelques raisons de ces difficultés. On est aujourd'hui dans un monde du travail qui génère beaucoup de mal-être. Et d'ailleurs, on a en ce moment même le procès de France Télécom là, qui a été un grand scandale avec beaucoup de suicides et une entreprise qui avait un management de mal-être en fait. Des fois, c'est pas tout à fait un énorme mal-être, mais c'est quand même une perte de sérénité. On se sent stressé, pas tout à fait tranquille. Et certains d'entre vous, peut-être, ont le sentiment, dans leur activité quotidienne, de ne pas être tout à fait à la bonne place. Je le disais, le travail est un monde qui crée parfois beaucoup de souffrance. Voilà, on est tous à connaître, à avoir vécu personnellement ou connaître des proches qui sont sous stress, qui vivent des tensions, et parfois même jusqu'à un effondrement très très grave de la personne qu'on appelle le burn-out. Ça, c'est la situation quand même actuelle du monde du travail. D'autres personnes, peut-être parmi vous, ne se sentent pas tout à fait en phase avec une culture d'entreprise, avec des collègues, avec un patron, avec des valeurs de l'entreprise. Et parfois aussi, des gens viennent nous voir et nous disent « Moi, j'ai une bonne situation, mais il y a un petit truc à l'intérieur qui me dit que ça ne va pas. J'ai une petite voix qui me dit que ce n'est pas pour moi, qu'il faut que je fasse autre chose. » Donc, si vous êtes dans un de ces cas-là, vous pouvez être intéressé par tout ce qu'on va raconter ce soir. Parmi vous aussi, il y a sans doute des gens qui sont d'ores et déjà dans une transition, qui sont soit au chômage, soit qui ont profité ou subi un plan de départ, qu'on appelle le plan de sauvegarde de l'emploi. Je déteste ça, on inverse le sens des mots. Donc les fameux PSE, plans de sauvegarde de l'emploi, sont en fait des plans de départ dans les entreprises, ou peut-être d'autres parmi vous qui ont fait des ruptures conventionnelles.
Enfin, certains sont peut-être en recherche d'emploi, mais avec des difficultés face au monde du recrutement et à toutes les normes et les rituels qu'il faut respecter quand on doit se faire recruter avec le CV, la lettre de motivation, l'entretien, qui est une espèce de rituel de passage un petit peu violent. Et donc, nous, on a pris le parti d'essayer de répondre à tous ces problèmes-là, à toutes ces difficultés, en accompagnant les gens. Alors aujourd'hui, dans cette conférence ce soir, on est plus spécifiquement sur un sujet, c'est le lien qu'on peut faire entre transition personnelle que je vais vivre moi dans mon parcours professionnel. Quand je dis moi, c'est moi et vous, que nous vivons chacun, disons à un niveau personnel, et une transition sociétale qui est beaucoup plus large. Et donc ne soyez pas étonnés, mais on va faire des allers-retours comme ça de discussion entre qu'est-ce qui se passe au niveau de la société et du monde en ce moment et comment nous, individuellement, on peut chacun se positionner par rapport à ça. Voilà le programme que nous avons préparé. Donc, premièrement, on va se présenter. Donc, mon job de sens. Dans un deuxième temps, on va discuter des principales erreurs qu'on rencontre chez les personnes qui cherchent à faire une transition vers le sens. Ensuite, on va discuter, parce que c'est une demande qui revient souvent, des métiers eux-mêmes. Quels sont les métiers et les emplois qu'on peut trouver et qui ont du sens? On va essayer de vous faire un petit panorama résumé des endroits où on trouve du sens. Ensuite, un petit peu de théorie sur qu'est-ce que c'est le sens au travail. Est-ce que c'est un nouveau Graal, une nouvelle injonction? Il faudrait que tout le monde ait du sens dans son travail ou pas? Et puis ensuite, toujours pareil, sur notre expérience, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on accompagne des personnes dans des situations comme les vôtres. On a eu envie de vous donner un petit mode d'emploi d'une transition réussie. Et enfin, pour terminer, on vous présentera l'ikigai. Voilà, mot mystérieux qui vient du Japon. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'au niveau du rythme, c'est OK, Céline? Et est-ce que tu as sur le chat des retours Pas de, problématiques? pas de remarques particulières, mais n'hésitez pas. Moi, Super. voilà, mon rôle à moi, au-delà de rebondir aussi sur ce que dit Olivier, de compléter, c'est d'être en lien avec vous via le chat et de surveiller le temps aussi. Voilà, donc je suis gardienne du temps. Donc, n'hésitez pas à intervenir sur le chat, je ferai le relais auprès d'Olivier. D'accord. Moi, je vois qu'on est actuellement 51 participants. Et si vous avez des remarques positives ou pour dire que ça va bien, vous pouvez aussi le dire dans le chat. C'est toujours agréable. Alors, tout d'abord, pour se présenter rapidement, qui sommes-nous? Eh ben, l'histoire de mon job de sens commence par la personne que vous voyez au centre sur votre écran, qui s'appelle Laura Cagno-Genevois, et qui a créé il y a 1 an et demi, en fait, cette entreprise, qui est une entreprise à vocation sociale, mon job de sens, pour accompagner toutes les personnes qui veulent mettre plus de sens dans leur job. Laura, elle était très engagée dans le développement durable depuis toujours, et elle a notamment exercé des postes de chargée de mission développement durable dans des entreprises, avant d'aller plus loin en allant dans une association Zero Waste France, une association qui œuvre pour le zéro déchet, dans laquelle elle accompagnait des entreprises dans des programmes zéro déchet. Et à cette occasion-là, elle a rencontré plein de gens qui lui disaient « Mais moi, dans mon entreprise, tu sais, le problème, c'est pas tellement les déchets. Je suis content qu'on s'occupe des déchets, mais c'est plus grave que ça. En fait, c'est plus profond. C'est que je vois plus le sens de ce que je fais. » Et après avoir rencontré des dizaines de personnes dans ce cas-là, elle s'est dit « Mais il y a un manque là. Il y a Pôle emploi qui existe. Voilà, il y a des agences de recrutement. Mais sur la question du sens, en fait, personne ne propose une solution satisfaisante. » Et donc, elle a décidé de créer mon job de sens et d'accompagner comme ça des personnes et des groupes. Voilà, au bout de quelques mois, elle a été rejointe par 2 personnes que vous voyez à droite et à gauche. Donc, je vais commencer par Céline, que vous voyez avec ses cheveux détachés sur la photo, mais avec les cheveux bien attachés sagement aujourd'hui. Voilà. Céline, elle a eu un parcours dans la formation, dans l'accompagnement, et elle était récemment DRH de Emmaüs France. Enfin, ça me fait bizarre de te présenter alors que tu es là, Céline, donc tu peux compléter. En tout cas, tu as quitté en janvier Emmaüs pour rejoindre mon job de sens et lancer aussi d'autres activités d'ailleurs en parallèle parce que tu es plutôt hyperactive et c'est chouette. Et Céline, donc, elle était anciennement DRH et elle connaît bien le monde de l'associatif et notamment de la solidarité, voilà, avec Emmaüs, vous vous en doutez. En ce qui me concerne, moi je suis Olivier Perrin, je suis à droite sur l'image et j'étais auparavant au ministère de l'écologie. J'ai travaillé 19 ans au ministère de la transition écologique. Je me suis occupé de formation, de coaching et aussi de communication. Et j'ai travaillé sur les modes de vie durables. Voilà, donc la question de comment on fait changer la société me travaille aussi depuis longtemps.
Et puis, j'ai eu envie de voir autre chose. Et comme je m'étais formé petit à petit au coaching pour mieux accompagner les transitions, ben, je suis devenu coach à plein temps. Et aujourd'hui, j'accompagne voilà, diverses personnes et divers groupes ou entreprises en transition. Et notamment, donc, je m'investis beaucoup en collaboration avec mon job de sens parce que j'adore l'esprit de ce qu'on fait ensemble. Et voilà, je suis un des formateurs et un des coachs de nos programmes. Derrière l'écran, donc on n'a pas mis la photo, mais vous avez Sophie qui se cache et qui nous a rejoint aussi depuis quelques mois et qui s'occupe de la communication et des réseaux sociaux. Donc les mails que vous avez reçus ou si vous nous avez trouvés par un post sur Facebook ou autre, c'est probablement Sophie qui était à la manœuvre derrière. Et c'est elle qui va continuer après ce webinaire à vous envoyer des messages. Pour résumer mon job de sens, on a deux idées clés. La première idée, c'est que pour contribuer à la transition écologique, il faudrait mieux que chacun utilise plutôt ses talents et là où il est à l'aise, où il est fort. Et la deuxième idée forte, c'est que si on veut que la transition avance, il ne faut pas se contenter de le faire sur un temps personnel, en consommant un peu mieux ou en s'engageant dans des associations le soir et le week-end. Il faut le faire sur son temps de travail, en fait. Il faut qu'on bouge la société tous ensemble et on n'a pas trop de 8 heures par jour avec toutes les bonnes volontés et toutes les forces et les intelligences pour que les choses avancent. Voilà comment je pourrais présenter mon job de sens en 2 phrases rapides. Comme on a 1 heure en tout, je suis obligé d'être très synthétique, mais on pourra répondre à des questions par la suite. Alors, les personnes qui sont en recherche de sens font parfois des erreurs. Les photos qu'on utilise, c'est des photos qu'on a prises lors de nos événements, hein, que vous voyez en illustration du diaporama. La première erreur, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la souffrance au travail, c'est de ne pas vouloir écouter les signaux d'alerte. Et donc, une difficulté au travail relationnel, du stress, des sautes d'humeur, une fatigue chronique. Et puis, donc notre fondatrice cite souvent, c'est la difficulté à se lever le matin, perte de motivation. Refuser d'écouter ça, c'est refuser d'admettre qu'il y a un problème. Et donc, bien souvent, ça conduit à aggraver les difficultés. Deuxième erreur, quand on est surtout attaché à des valeurs d'écologie, par exemple, et d'évolution de la société, c'est de rester isolé et de ne pas partager ça avec ses collègues, sans doute par peur ou parce qu'il y a une ambiance professionnelle qui s'y prête pas. On a, nous, très souvent cette remarque à la fin de nos premiers rendez-vous, quand on rencontre des groupes, c'est de dire « Ah là là, mais qu'est-ce que je suis content, dans ma boîte, j'étais un extraterrestre, et ici, les gens me comprennent, j'ai enfin trouvé des gens qui parlent le même langage que moi et qui ont envie des mêmes choses que moi. » Ce qui ne veut pas dire que ce sera facile de le faire, mais au moins, quand on est déjà connecté ensemble, ça va mieux, quoi. Troisième grosse erreur, c'est de ne pas affronter sa peur et de rester sous l'emprise de ses peurs. Et il y a de nombreuses peurs par rapport à ça, et elles sont très largement portées par la société, notre culture, l'école, les parents, tout ce que vous voulez. En tout cas, on baigne dans un monde où la peur de ne plus avoir de boulot, la peur de ne pas gagner assez sa vie, la peur de se distinguer des autres, d'être trop différent aussi, fait que on a tendance à un petit peu ne pas trop s'écouter soi-même et essayer de se rendre conforme aux attentes de l'entourage. Et cette peur-là, c'est une vraie plaie en fait. Ça bloque beaucoup de belles initiatives et de bons talents. Et enfin, quand on est dans une situation pas facile et qu'on a envie de changer, une manière de ne pas le faire, c'est d'essayer de rationaliser et de se dire si on regarde quand même, j'ai un job, c'est déjà pas mal, il y en a qui n'en ont pas. J'ai des horaires de bureau sympas, j'ai quelques collègues sympas. Et donc, on se dit, on fait la liste de tout ce qui va bien pour occulter en fait ce qui va moins bien, quoi. Et là aussi, c'est quelque chose qui est de l'ordre du mental, de la rationalité. Et si au niveau du cœur et des tripes, ça ne suit pas, au bout d'un moment, le déphasage et la dissonance peut devenir vraiment inquiétante. Et au final, dernière erreur que je voulais vous citer, c'est qu'on finit par être dans la société comme un pion. On joue son rôle, on va au bureau tous les matins, on remplit des fonctions. Mais alors, à aucun moment, on s'est posé la bonne question de qui je suis, qui j'ai envie d'être, à quoi j'ai envie de participer. En fait, on s'est laissé embarquer par des études, par peut-être une pression sociale,
une pression familiale ou parentale ou une culture qui dit voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Et donc, on avance pas à pas et on se retrouve à un certain âge où on regarde sa vie et on se dit mais en fait, c'est pas tellement ça que j'avais envie de faire. Donc, ne pas se faire d'illusions sur le fait que la société est remplie de rôles qui peuvent être joués par des acteurs différents, par des personnes différentes, et qu'il faut bien savoir dans quels habits on a envie de se mettre. Alors après, toutes ces difficultés et ces problèmes listés, on va enfin passer quand même au côté positif, où c'est qu'on trouve des métiers qui ont du sens. Alors si vous êtes là, c'est que vous vous posez déjà cette question. Et la première réponse qui vient à l'esprit souvent, et les gens viennent souvent nous voir pour ça, c'est « je veux travailler dans le développement durable » ou la RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Ce sont des métiers qui, à l'intérieur des entreprises, essayent de faire évoluer les process, le fonctionnement, le management, pour plus de prise en compte du développement durable ou de la transition écologique au sens large. C'est un métier pas facile parce qu'on est en interne dans une entreprise et on doit souvent lutter contre les forces obscures du mal que sont l'urgence de faire du profit, les procédures, les guéguerres internes. Et donc c'est un métier noble mais très difficile et surtout il y a surtout des postes de développement durable et RSE dans les grands groupes et il y en a relativement peu. En général, il y a une personne ou deux par entreprise. Elles sont en général au siège. Et donc c'est des postes qui sont rares, qui sont accessibles surtout quand même à des gens qui ont un diplôme dans le domaine. Et également, ce sont des postes qui sont essentiellement parisiens ou dans les grandes villes. Mais vous voyez que c'est un petit cercle parce qu'il y a un cercle plus large. Et nous, on invite vraiment à ouvrir aussi la réflexion sur ce cercle-là. C'est que déjà, les personnes qui utilisent leur talent au mieux, qui connaissent leur talent, alors nous, on distingue beaucoup talent et compétences. En un mot, un talent, c'est quelque chose qui est en vous, que vous maîtrisez, que vous savez faire, mais de manière très facile et très fluide et qui vous procure du plaisir. Une compétence, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre. Un talent, en quelque sorte, ne s'apprend pas. Et si on exerce son talent dans un métier vrai, dans ce qu'on appelle un vrai métier, entre nous, c'est-à-dire pas un métier de la spéculation, pas un métier qui brasse du vent, pas un métier qui gère des procédures et qui contrôle des gens, mais un métier qui fait quelque chose de vrai, qui produit, qui est un métier d'artisanat, qui est un métier de service, qui est... En fait, quand on dit le mot métier, on voit tout de suite, c'est une infirmière, c'est un boulanger, c'est quelqu'un qui fait quelque chose de vrai. Quand on exerce un vrai métier, prenons le cas par exemple d'un instituteur, on peut avoir un impact énorme, y compris sur les questions écologiques, tout simplement parce que si on a à cœur d'éduquer les enfants à avoir un peu plus de conscience d'eux-mêmes, des autres, de leurs relations, peut-être de leurs émotions, et même du vaste monde qui les nourrit et dans lequel ils sont nés, c'est-à-dire une conscience écologique, eh ben, il se peut bien que, en les prenant très jeunes, j'allais dire, on ait un impact très fort sur les comportements de ces gens-là et de leurs enfants et des générations futures. Donc, on peut avoir un fort impact. Donc, voilà, pas la peine d'avoir le mot développement durable dans son métier pour avoir un fort impact. De la même manière, quelqu'un qui travaille dans une entreprise, par exemple, de logistique, qui s'occupe de logistique dans une entreprise, qui gère tous les transports de marchandises, de matières premières et les livraisons, si il a des convictions, cette personne-là a des convictions et qu'elle peut convaincre son patron, son codir, de mettre un peu plus de fluvial et un peu plus de train et un peu moins de camions dans les transports qu'ils utilisent, ben vous voyez que l'impact peut être très très vite énorme. Pourtant, la personne est responsable logistique et n'a pas une casquette de développement durable. Et encore au-delà de tous ces vrais métiers, donc je vous ai donné quelques exemples, mais je ne peux pas être exhaustif bien sûr. Il y a un cercle encore plus large qui concerne la transition globale dans laquelle on est et qui est en fait un changement de posture assez radical. C'est-à-dire que nous, on pense qu'on est aujourd'hui dans un monde où on a inversé un petit peu la fin et les moyens, c'est-à-dire qu'on a créé des entreprises pour remplir des missions et finalement les entreprises ont en quelque sorte pris l'ascendant et elles sont devenues un objet qui sert à faire du profit et à nourrir grassement quelques actionnaires et elles ont perdu de vue leur première mission. Et donc, on n'échappera pas probablement à une question qui est de repenser entièrement comment on répond aux besoins de la société. Et donc ça, c'est un changement de culture et beaucoup de gens se penchent dessus actuellement.
que ce soit la logique de la transition, du développement durable ou jusqu'à l'effondrement. On va vers des choses qui sont totalement nouvelles et il faudra réinventer beaucoup de choses. Ça passe par des innovations et ça passe par des nouvelles solutions à apporter à nos besoins. Quand j'ai un besoin, est-ce que je pense, moi, spontanément, à aller acheter un produit auprès d'une entreprise ou est-ce que je pense d'abord à un réseau de solidarité dans mon quartier, sur Internet, sur le Bon Coin? Vous voyez, on peut ouvrir beaucoup les possibles dans la manière de répondre à nos besoins et d'innover dans ce domaine-là. Et là, on se trouve tellement face à un mur lié aux enjeux du climat, lié aux enjeux de la perte de biodiversité. Là, il y a un rapport qui est sorti hier sur ce sujet-là qui est effarant. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on a perdu 30% des oiseaux depuis 20 ans. Enfin bon, des insectes, on n'en parle même pas. Il y a un effondrement global du vivant qui est très, très inquiétant pour la suite. Donc, on va devoir répondre à tout ça. Ça peut être un peu stressant, même carrément flippant, on peut le dire, mais ça peut être aussi très stimulant de se dire, chouette, on a des contraintes énormes et on doit tout réinventer. Et donc, si on est dans ce genre de posture-là, ça peut être innover, inventer de nouvelles solutions, créer des entreprises, des startups ou autres, je ne sais pas, trouver de nouveaux modes de vie aussi, de l'habitat participatif, d'autres manières de se nourrir, de partager la nourriture, de la faire pousser. Donc, vous voyez qu'on peut aller jusqu'à des métiers très, très vastes. Voilà un petit peu sur le panorama des métiers qui sont ouverts quand on cherche du sens. Et peut-être qu'il y en a d'autres auxquels on n'a pas pensé, évidemment. On a aussi, nous, un mantra, c'est qu'on ne définit pas le sens à la place des gens. On est des coachs et donc on aide les gens à trouver leur propre définition du sens et à s'en rapprocher. Mais nous, on n'a pas d'idée préconçue, même si on a évidemment nos parcours, qu'on est plutôt issu de l'associatif, de l'écologie, du public, du privé. On est vraiment au service de ce que vous souhaitez devenir, en fait. Donc, juste du coup, Olivier, juste avant de continuer, donc il y a quelques remarques. N'hésitez pas à alimenter dans le chat des remarques, des partages. Donc effectivement, il y a des personnes qui partagent le fait que c'est très angoissant ce constat sur notamment le rapport qui est sorti hier. Et du coup, quand on se pose la question de comment travailler pour la transition écologique, c'est pas forcément travailler dans la transition écologique, mais c'est bien comment on peut œuvrer chacun dans son activité professionnelle pour la transition. Et donc vraiment, l'invitation qu'on vous fait, c'est de mettre d'autres lunettes et d'élargir vraiment très large votre manière de voir comment vous pourriez avoir un impact sur les questions de transition écologique dans votre quotidien de travail. Et donc, du coup, effectivement, d'élargir à pas uniquement des postes qui sont étiquetés ou apparentés, mais d'avoir bien comment moi, dans ma fonction, dans une fonction, je peux avoir un impact positif et comment, en termes de changement de posture, je peux avoir un impact positif. C'est pas que dans ce qu'on fait, mais c'est aussi dans la manière dont on le fait, dans les relations qu'on a, dans le type de management qu'on peut posséder, dans les manières de recruter. Enfin, le champ peut être très vague et c'est parce qu'il y a une transformation plus importante de la société qu'on pourra dire qu'on va travailler pour la transition écologique, au service de la transition écologique. Donc voilà, une fois de plus, je te redonne la parole, Olivier, mais utilisez le chat et partagez pour qu'on puisse, et je me fais le relais de vos échanges auprès de toi, auprès de tous. Merci beaucoup, Céline. Alors, je vais te citer justement, puisque tu viens de prendre la parole. Tu as dit récemment que le sens au travail, c'est une nouvelle injonction. Il y a 10 ans, il fallait absolument trouver du bonheur au travail pour tout le monde, et maintenant, tous les articles de magazines nous disent qu'il faut trouver du sens. Donc, qu'est-ce que c'est que le sens? Eh bien, je vous invite à une petite réflexion sur ce sujet-là, avec cette question. Est-ce que vous savez que le mot sens a 3 sens? Au moins. Là, je laisse un silence pour la réflexion. La première signification du mot sens, c'est la direction. Dans quel sens est-ce que ça va? Est-ce que ça va dans le bon sens? La deuxième signification, c'est justement signification, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, cette chose-là. Et enfin, la troisième dimension du mot sens, c'est qu'on oublie souvent, c'est la perception, c'est-à-dire le sensoriel, nos 5 sens. À partir de là, je vous invite à vous poser la question de votre boulot. Sur le côté de la direction, est-ce que le job dans lequel je suis me conduit moi et les autres et ma structure, mon entreprise et la société dans la bonne direction? Est-ce que ça me rapproche de ce que je souhaite ou est-ce que c'est plutôt du côté du problème? Si j'ai un métier qui emmène la société ou un groupe de gens vers une bonne direction, quelque chose que je partage, on peut dire que j'ai un métier engagé. Sur la signification, c'est un peu différent encore. C'est qu'est-ce que ça veut dire pour moi de faire ce métier? Est-ce que ça répond à des valeurs?
est-ce que ça définit bien la personne que je suis? Parce qu'il y a une dimension très identitaire dans nos métiers aujourd'hui. Quand vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, la première question qu'on vous pose, c'est « mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» On a besoin de savoir votre métier, votre activité. Si j'ai un métier qui est parfaitement aligné avec ce que je veux dire au monde, ce qui est important pour moi, mes valeurs et qui je veux être, c'est un métier de passion. Et enfin, sur la dimension perception, la question est plutôt là, est-ce que dans mon activité quotidienne, j'utilise bien mes 5 sens? Est-ce que ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens ou ressens, ce que je touche me convient ou pas? Et si j'utilise bien mes 5 sens, mais ce n'est pas forcément un métier forcément d'artisanat ou de création, hein, même dans un métier tertiaire ou de réflexion, il peut y avoir les sens qui sont mobilisés. Ben là, je vais avoir un métier qui va être épanouissant dans mon quotidien. Donc déjà, je vous invite à vous poser des questions sur ces 3 dimensions-là du mot sens. Comment réussir sa transition? Alors, bon, si on avait une baguette magique et une recette magique, ce serait bien, mais on va quand même partager avec vous quelques idées là-dessus. La première chose qui nous semble très important par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'il faut se connaître un petit peu et se connaître personnellement. Savoir quelles sont d'abord mes valeurs, à quoi j'ai envie de contribuer, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie. Savoir aussi mes talents, et ça, c'est pas le plus facile. Là où je suis bon, qu'est-ce que je sais vraiment bien faire, mieux que les autres? Et on a des méthodes pour ça, bien sûr. Savoir aussi ce que j'aime, quels sont mes goûts, et puis mes capacités, qu'est-ce que j'ai accumulé de mes expériences précédentes qui me permettent aujourd'hui d'être assez bon, de savoir faire des choses. Et enfin, à quoi j'ai envie de contribuer, à quelle grande cause, à quel sujet, grand ou petit sujet d'ailleurs, j'ai envie mettre ma pierre à l'édifice. Donc c'est quelque chose d'assez introspectif, mais ça me paraît très important. Plutôt que d'essayer de se transformer soi-même pour rentrer dans une case d'une fiche de poste, d'une annonce d'emploi, c'est plutôt d'essayer d'abord de savoir bien qui je suis pour après aller chercher les bons emplois. La deuxième chose qui n'est pas facile, c'est d'explorer les possibles, c'est-à-dire d'ouvrir largement le champ, c'est ce que Céline vous invitait à faire tout à l'heure, en allant explorer des choses qui sont pas forcément dans mes expériences passées, mais qui vont être peut-être dans des rêves ou qui vont être issus de ce que je peux imaginer aujourd'hui, mais que je n'ai encore jamais fait. Et ça, c'est pas facile parce que dans un monde où la transition, justement, nous promet des grands basculements, c'est sûr qu'on ne peut pas continuer sur les trajectoires qu'on avait jusqu'à maintenant. Or, nos CV ne racontent que ce qui vient du passé. Et donc, ce que je vais faire dans le futur, peut-être n'aura strictement rien à voir avec ce que j'ai appris à faire dans le passé. Et donc, il va falloir prendre sa petite lanterne d'explorateur, là, sa machette, et aller dans la jungle, explorer un peu ce nouveau monde, pour chercher de nouveaux possibles. Et enfin, très important, parmi les erreurs qu'on avait citées au début, il y avait rester isolé, vous vous souvenez. Il faut être en contact avec les bonnes personnes, il faut être capable de faire des rencontres avec les bonnes personnes. Je vous signale simplement que le marché de l'emploi est évalué comme étant à 70% un marché caché. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a beaucoup qui sont en recherche d'emploi, mais si vous recherchez un emploi en répondant à des annonces, à des offres d'emploi qui sont publiées d'ailleurs, que ce soit à Pôle emploi ou ailleurs, vous recherchez à peu près sur 30% des emplois existants. Le marché caché, c'est 70%, c'est tous les postes qui sont pourvus par connaissance, par réseau, en interne, par rencontre. Et il y a à peu près 20% des candidats qui cherchent activement dans cette dimension-là, donc vous voyez, pour 70% des postes. Donc ça veut dire peut-être constituer un réseau, en tout cas avoir des relations, parler de ce qu'on cherche et savoir se connecter. Voilà donc trois dimensions qui nous paraissent absolument essentielles pour réussir une transition. Et puis ça nous paraît, juste si je peux compléter, ça nous paraît aussi essentiel pour réussir votre transition, réussir sa transition, mais ça nous paraît aussi essentiel pour réussir la transition collective qu'on va devoir faire et qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit bien qu'on arrive au bout d'un système, on arrive au bout d'un cycle, avec tout ce que ça a d'anxiogène dans ce qu'on entend effectivement, et certains l'ont partagé sur le chat. Mais à la fois, c'est parce que tout un chacun se posera cette question de qui je suis, où chercher, avec qui je me connecte, quelles sont les rencontres et les gens dont j'ai envie de me nourrir et avec qui j'ai envie de partager, qu'on arrivera collectivement à réinventer la suite de l'histoire qui sera effectivement une autre manière de faire. Voilà.
Alors, pour faire ça, nous, on utilise un outil qui s'appelle l'Ikigai, que je vais essayer de vous présenter. Je ne vais pas essayer, je vais vous présenter. L'ikigai, c'est un mot japonais et c'est synonyme de vocation. C'est la bonne raison de se lever le matin. En japonais, ça veut dire quelque chose comme raison d'être et joie de vivre. Donc, vous voyez, il y a à la fois le sens et le fait que ça nous nourrit au quotidien. Ça vient du Japon parce qu'on s'est rendu compte là-bas que sur une île, en particulier l'île d'Okinawa, il y avait beaucoup de centenaires. Et donc, ça a été très étudié. Et il y a eu une théorie qui a été faite sur pourquoi ces gens vivent aussi vieux et en aussi bonne santé. Et beaucoup de gens arrivent à être des super centenaires en bonne santé parce qu'ils ont tellement une place juste qui leur correspond dans la société qu'ils oublient de mourir. Ou ils ne se donnent pas le droit de mourir parce que leur utilité est là jusqu'à la fin, en fait. Outre le fait qu'ils ont une bonne alimentation et juste ce qu'il faut d'activité physique, ils marchent pas mal et ils font du jardinage, voilà. Donc ça, c'est des éléments évidemment qui sont importants. Mais la place dans la société et l'activité professionnelle comptent également. Et alors, pour résumer ce principe ce concept d'ikigai, en fait, il se trouve à la croisée de 4 grandes dimensions que je vais vous résumer rapidement. Et on revient au talent. La première chose, c'est d'être dans une activité que vous faites bien, que vous savez faire, même de manière excellente. La deuxième dimension de l'ikigai, c'est quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent, c'est-à-dire que des gens sont intéressés par votre production, par cette activité, et sont prêts à vous rémunérer pour ça. C'est pas du tout neutre. On n'est pas là, nous, du tout, à prôner un bénévolat. Au contraire, on se méfie un petit peu même du bénévolat sacrificiel où c'est pas durable et ça ne respecte pas l'écologie de la personne ou son équilibre financier ou familial, parce que ça finit par des catastrophes en général. Donc, ce qu'on fait bien, et puis ce qui rapporte de l'argent. La troisième dimension, c'est qu'il faut aimer ce qu'on fait. C'est la dimension du cœur, et c'est pas le tout de le faire bien, c'est qu'il faut en plus qu'on y prenne du plaisir et qu'on adore ça. Et la quatrième et dernière dimension, c'est qu'il faut faire une activité dont le monde a besoin. Et là, c'est la dimension de la contribution, c'est cette idée qu'on s'épanouit vraiment si on fait quelque chose qui nous dépasse, en fait, qui répond à plus grand que nous, qui participe à un collectif, que ce soit humain ou ça peut aller jusqu'à la planète, mais voilà, je participe à un monde plus vaste que moi, humain ou non humain ou vivant, mais en quelque chose de la société ou du monde. À la croisée de ces 4 dimensions se trouve donc le fameux Ikigai. Et c'est à la fois universel, parce que vous voyez, on peut travailler à partir de ces 4 dimensions, et très personnel, puisque chacun peut répondre à chacune des 4 questions et trouver le point commun à sa manière. Et donc un Ikigai, c'est, je vous le disais, à la fois une raison d'être et une joie de vivre. Et puis, ce petit schéma est intéressant parce qu'il y a d'autres intersections qui existent. Et donc, je peux vous présenter rapidement voilà, des mots qu'on a trouvés pour nourrir d'autres intersections. Par exemple, quelque chose qui est à la fois en haut à gauche, que je fais bien et qui me rapporte de l'argent, ben c'est une profession. Quelque chose que j'adore et dont le monde a besoin, c'est une mission, si je me mets en haut à droite. Voilà, je ne vais pas vous faire tout le tour, mais quand il y a 2 des choses qui sont réunies, ça donne un certain mot. Et puis quand il y a 3 choses qui sont réunies, ça donne encore d'autres dimensions, avec parfois des choses pas forcément positives. Je vais attirer votre attention juste sur en bas à gauche le mot galère, qui est dans une petite zone, vous voyez, où ça correspond à quelque chose dont le monde a besoin, que j'adore faire, que je fais plutôt bien, voilà, il n'y a pas de problème, mais par contre, ça ne rapporte pas d'argent. Et là, si ça ne rapporte pas d'argent, il y a un risque d'épuisement et de galère financière. Je prends aussi le mot ennui qui est juste à droite pour bien vous expliquer comment on croise ces différentes dimensions. Eh ben, c'est pareil, le monde en a besoin, oui, c'est quelque chose que je fais bien et qui rapporte de l'argent, mais j'aime pas. Et si j'aime pas, ben, je vais finir par m'ennuyer. Voilà, je ne vous donne pas plus de détails sur ça. C'est vraiment un graphique très riche et une manière de réfléchir à la question qui est très, très inspirante, je trouve, et qui a aidé beaucoup de gens à ma connaissance. Voilà pour cette présentation de l'ikigai. Je suis sûr qu'il y aura des questions là-dessus dans le chat tout à l'heure. Donc, pour vous présenter ce que nous, on a appelé le programme Ikigai, donc avec Laura et puis Céline, on a développé un programme pour accompagner les gens à trouver leur Ikigai. Et on a mis là-dedans une dose de coaching, c'est-à-dire que le côté connais-toi toi-même, voilà, exploration de mes valeurs, le sens pour moi, mes talents, c'est très important, donc on commence par ça. Ensuite, on a une phase d'exploration
qui est quels sont les scénarios que je peux rêver de vivre professionnellement, comment j'y accède, voilà, comment je fais travailler mon imaginaire de façon créative pour explorer des possibles. Et puis la mise en réseau, qui est le dernier point, puisqu'on fonctionne dans le programme Ikigai uniquement avec des petits groupes qu'on connecte entre eux. Voilà, les gens se connectent à des groupes qui sont entre minimum 6 et maximum 15 personnes. Voilà, c'est des petits groupes. Et qui évidemment se soutiennent, partagent leur propre réseau, s'encouragent. Et c'est très important dans ces moments de transition de ne pas rester seul. C'est un programme qui comprend un mix de développement personnel, mais alors attention, nous, on n'est pas du tout sur le développement personnel avec ce côté un petit peu narcissique de il faudrait se faire du bien, prendre soin de soi. C'est vraiment un développement personnel au service du développement professionnel pour trouver sa juste place dans le monde. Ça, c'est très important pour nous. De la même manière, on fait du coaching, on est formés, on est tous les trois diplômés, coach professionnel tout à fait bien formés, mais on ne fait pas du tout du coaching d'entreprise au service de la performance. Ça vous imaginez bien que ça nous choque plutôt, et que le coaching qui permet à la personne en burn-out de remonter la pente pour être encore plus performante, ça ne nous va pas tellement. Nous, on fait un coaching qui aide les gens à se rapprocher justement d'eux-mêmes, à mieux respecter leurs valeurs. Et donc, finalement, en faisant ça, on sait qu'on leur fait du bien à eux-mêmes, mais aussi à leur entourage, mais aussi probablement, et même sûrement, au système plus vaste, voilà, la famille, la société, l'entreprise, et même jusqu'à la planète. Voilà donc les ingrédients essentiels de ce programme. Pour être très concret avec vous, c'est un programme qui coûte 650 €, qui se passe en 5 ateliers de 3 heures, voilà, donc accompagné par un coach professionnel senior. Là, on vous propose ce soir, pour ceux qui sont intéressés, un prix promo à 590 €, et vous avez le code promo qui s'affiche, là, c'est WebConf 0705, voilà. Vous inquiétez pas, il vous sera à nouveau transmis dans un mail par la suite. Et le programme dure à peu près sur un gros mois, voilà, 5 ou 6 semaines, avec donc des ateliers régulièrement. Et c'est tellement quelque chose de fort à vivre que souvent, quand on arrive à l'atelier 4, les gens sont tristes et me disent « mais c'est déjà, il n'en reste plus qu'un, c'est la fin ». Et nous-mêmes, à Céline, on est un petit peu… C'est dur de quitter le groupe à la fin. En fait, on ne les quitte pas vraiment. C'est ça, on ne les quitte pas vraiment parce que vous voyez qu'à la fin de la flèche, là, il y a suivi dans le temps. En fait, toutes les personnes qui ont suivi avec nous une formation, parce qu'on fait aussi des formations, ou ce programme, font partie de la communauté Mon Job de Sens. Et cette communauté se réunit au minimum tous les 2 mois. Voilà, nous, on propose un événement, une soirée thématique ou une soirée réseau, rencontre, justement, tous les 2 mois, sachant que les personnes qu'on accompagne mettent en général entre 2 mois et 18 mois à se repositionner, à trouver un job dans la transition. Je voulais aussi vous parler de quelques cas. Ce matin, justement, j'ai eu une séance avec Samantha. Samantha, elle était responsable du digital chez Agnès B, qui est, vous connaissez peut-être, une marque de mode, en fait, voilà, de textile. Et elle a décidé de vivre sa transition, de trouver quelque chose qui fasse plus de sens pour elle. Elle ne veut plus du tout travailler dans le digital. Et là, j'ai eu donc de ses nouvelles ce matin, et elle est en train de s'intéresser de très près à l'agriculture urbaine et de faire une formation justement pour travailler dans la RSE. Et donc, elle voudrait travailler pour accompagner les entreprises à végétaliser les toits, par exemple, ou à installer des ruches sur leurs toits. Donc, elle a trouvé le juste équilibre entre être dans les entreprises, voilà, trouver un poste en RSE, et aller sur le sujet qui la passionne et qui la motive, ce qui est l'agriculture urbaine, remettre du vert dans la ville. Tu voulais peut-être aussi, toi, Céline, tu pensais peut-être à quelqu'un qu'on pourrait citer? Alors, je pensais à qui je pensais à une jeune femme qui s'appelle Camille, qui a suivi notre programme et qui, en fait, avait un super poste dans le monde de l'édition, un chouette poste avec une équipe avec laquelle ça se passait bien, mais qui, effectivement, n'avait pas, en tout cas, d'impact dans son poste dans lequel elle était sur les questions de transition écologique. Et du coup, elle a vraiment pris le temps de vachement réfléchir. Ça répond aussi… ça répond à quelques questions qu'il y a sur le chat, qu'elle a pris le temps effectivement de comprendre quels étaient ses besoins, quelles étaient ses limites, ses freins et de quoi elle avait vraiment besoin. Et finalement, elle a réussi, en prenant vraiment du temps, à négocier avec son entreprise de se faire financer une formation dans la communication responsable.
Et donc, du coup, ce qui va l'amener petit à petit à tranquillement à cheminer vers un impact plus positif sur les questions environnementales. Et en fait, ce qui est super, c'est que comme elle l'a vraiment partagé, que c'est un projet qui est vraiment né, qui sortait vraiment de son cœur, qui était très cohérent et très authentique par rapport à ce qu'elle est, c'est qu'elle a fini par réussir à convaincre l'entreprise de financer la formation. Donc c'est aussi voilà, se laisser le temps d'accepter, de cheminer. Donc ça répond à certains à certaines des questions, mais on y reviendra après, hein, qui est effectivement, oui, quand on regarde au départ, il n'y a pas forcément d'offres qui correspondent. Il faut aussi accepter de prendre le temps et de cheminer et de construire son projet petit à petit et d'accepter, enfin voilà, de construire son projet. Il y a quand même des postes et des choses qui se créent, hein. Mais il faut prendre le temps de trouver. Si vous êtes intéressé par les témoignages, on en a sur notre site dans des portraits. Il y en a en vidéo et en article et aussi sur notre page Facebook. Donc, si vous remontez dans notre fil Facebook, vous allez trouver des portraits de gens qui ont fait une transition. Et c'est toujours très riche de lire l'histoire qui est arrivée aux autres. Voilà, c'est inspirant plutôt que d'avoir des grandes généralités. Il faut qu'on avance parce que le temps passe. Je vous ai mis là une diapo avec les prochaines sessions de programme qui sont prévues. Maintenant, ce sera en juin. Il y en a une qui sera animée par Céline tout au long du mois de juin et qui commence le 27 mai. Et elle se passe en soirée parce qu'on offre des ateliers en soirée ou en journée. Ça permet aux gens qui travaillent dans la journée de quand même pouvoir profiter. Et puis, une seconde qui sera animée par moi-même, la promo numéro 15. Vous voyez, on en est déjà à 15 promos accompagnés. En journée de 10h à 13h et qui commencera le 4 juin. Tout ça est à nouveau disponible sur notre site internet, donc si vous n'avez pas le temps de noter, ne vous inquiétez pas. Si vous décidez de rejoindre le programme, voilà ce que vous pouvez attendre. C'est que déjà, vous allez faire un point sur vous-même et trouver des ressources en vous pour faire évoluer votre situation. On va, nous, vous pousser à vous poser les bonnes questions. Voilà, c'est ça tout l'avantage d'un coaching, c'est d'être questionné par quelqu'un qui est bienveillant dans un cadre sécurisé, mais qui quand même vous pose les questions qui font avancer. Voilà, être accompagné par des coachs. Nous, on a non seulement le côté coach et accompagnement, mais on met aussi à votre disposition notre réseau, en fait. Ça, c'est peut-être une chose qui est particulière chez nous, c'est qu'on ouvre notre carnet d'adresses très volontiers, quand c'est pertinent, évidemment. Et ça permet à une personne qui veut se diriger dans un monde où elle n'a pas trop de réseau, d'aller rencontrer des personnes et de faire une espèce d'enquête métier en allant voir des vrais gens qui font déjà ce métier-là. Et rien de mieux pour découvrir un métier. Et puis, surtout, de trouver votre ikigai, c'est-à-dire devenir vous-même l'acteur de votre transition en sachant un peu mieux qui vous êtes et vers quoi vous voulez aller. Évidemment, on ne vous promet pas qu'à la fin de ces 5 ou 6 semaines, vous allez sortir avec un nouveau CDI dans le job de vos rêves, dans la boîte de vos rêves. Ce serait pas honnête de notre part. Par contre, on vous promet, et de témoignages des gens qui l'ont fait, c'est qu'il y a un avant et un après, dans le sens où ça pose des bonnes questions et ça vous fait démarrer sur des bonnes bases. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y a le site internet qui s'affiche aussi en bas de l'écran. Et Céline, je t'écoute. Du coup, ça répond à certaines des questions qui est, en fait, la difficulté quand on est en transition et quand on veut aller, notamment dans des métiers sur les questions de transition écologique dans lequel on n'est pas déjà. C'est-à-dire, voilà, par exemple, on est effectivement responsable édition et on va aller travailler dans la RSE ou dans le développement durable ou avoir un métier qui a plus de sens sur les questions de transition, c'est qu'on n'a pas le bon réseau. Et donc, du coup, ce qui est vraiment très puissant, le réseau qu'on a, c'est le réseau d'avant. Donc, on reste encore dans notre passé. Et donc là, l'idée, c'est qu'effectivement, vous avez, en rentrant dans la communauté, vous avez déjà un réseau de 120, voire bientôt 130 personnes dans pas très longtemps, voire même plus. D'ailleurs, on va être probablement plutôt à 150 à partir de juin, qui vous ouvrent son réseau. Donc, nous, on vous ouvre le réseau et vous êtes en connexion avec des personnes qui ont du coup aussi un réseau. Donc, c'est votre premier réseau, c'est la communauté de Mon Job de Sens. Et voilà, donc du coup ça c'est vraiment important, c'est que la recette c'est quand même de ne pas rester seul. Et puis du coup toutes les personnes qui suivent le Mon Job de Sens ont cette sensibilité sur les questions de transition écologique. Donc il y a au moins ça, vous avez au moins, tout le monde a au moins ce point en commun, c'est d'avoir cette envie d'être plus acteur et pas que le soir et le week-end sur les questions de transition écologique. Si vous êtes intéressé par notre programme, on pourra vous en dire plus. Je voulais juste vous préciser qu'il n'est pas éligible au financement pour la formation professionnelle parce que ce n'est pas de la formation, c'est du coaching. Et il n'est pas certifiant. Voilà, on ne délivre pas de diplôme. C'est un qui est très personnalisé.
pour l'instant, nous, pour être formation et c'est en cours. Donc, peut-être que bientôt, on pourra le proposer, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et là, on arrive à la fin de notre conférence, donc je vais vous faire juste un peu de que reteniez, c'est que découvrir vos talents et de mieux vous connaître. Voilà, savoir les choses que vous faites mieux que personne et mettre ces choses-là au service de vos valeurs profondes, en fait. Si vous faites ça, déjà, vous êtes sur le bon chemin. La deuxième idée clé, c'est qu'on vous encourage à aller bien au-delà du développement durable tel qu'il est défini de manière institutionnelle et des métiers estampillés développement durable. Élargir le plus possible la recherche et explorer d'autres possibles, voire inventer vous-même votre activité si elle n'existe pas encore. Tout est permis. Et enfin, on a pas mal aussi insisté dessus, ne restez pas seul ou seul. Connectez-vous le plus possible, discutez avec les gens, parlez de votre projet et il faut se connecter à la fois aux bonnes personnes, donc ça c'est peut-être avoir des relations chouettes et un réseau intéressant, mais aussi aux bons sujets. N'hésitez pas à vous faire une culture, à aller à des conférences, c'est là aussi c'est le meilleur moyen d'échanger, de discuter, pourquoi pas suivre des MOOC, suivre des pages Facebook, voilà, il y a énormément d'informations qui circulent sur tous ces sujets-là. C'est déjà, si vous lisez correctement quelques bons bouquins et que vous suivez des fils Facebook ou LinkedIn, vous avez déjà une information qui est 90% de plus que la moyenne et une légitimité donc à vous positionner. Voilà un petit peu ce qu'on avait à vous dire ce soir. Si vous souhaitez vous inscrire, on vous a remis sur cette dernière diapo le code promo qui sera valable 48 heures seulement. Donc, c'est webconf 0705. Vous allez recevoir un lien si vous souhaitez vous inscrire dans un mail prochainement. Et maintenant, on est à votre disposition. Enfin, on va peut-être prendre les questions qui arrivent, et on n'aurait pas répondu, et essayer voilà, d'y répondre. Si tu veux, Olivier, je te laisse prendre le temps de lire les questions parce que moi, je les ai lues et je commence à y répondre et je te laisserai prendre le relais. Il y a une question sur la question des talents qui est est-ce qu'on a le lien entre talent et ce qu'on sait faire. Donc, juste pour, même s'il y aurait beaucoup à dire sur la question des talents, mais la question des talents, c'est quelque chose que vous faites naturellement et spontanément. Un talent, c'est pas un savoir-faire, c'est pas que j'ai le talent d'être un bon dessinateur ou un bon musicien, même si ça peut être ça, mais c'est plutôt des talents personnels et en fait, la difficulté souvent nos talents, on nous a peu dit qu'on savait bien faire. On nous a l'enseignement tel qu'il a été délivré. Souvent, on mise sur ce qu'on doit progresser, mais pas vraiment sur ce qu'on sait faire naturellement. Donc, le talent, c'est des talents qui sont des talents de compétences, ce qu'on appelle les soft skills. Et qui sont le talent de ça. Voilà, par exemple, il y a un talent qui est certaines personnes ont cette capacité à arriver dans une pièce et au bout de 5 minutes de connaître tout le monde et d'être en capacité de discuter avec tout le monde. Cette personne, elle ne s'en rend même pas compte qu'elle le fait de manière très spontanée et très aisément. C'est un talent en soi. Et donc, c'est plutôt comment je me connais mieux pour savoir ce que j'aime faire, ce que je sais bien faire, et du coup, ce qui fait ma singularité. Donc, on n'est pas sur de la compétence. Mais effectivement, c'est une manière de voir la personne qui n'est pas très traditionnelle et très classique, parce qu'effectivement, on est très normalisé par des compétences, ce qu'il faut progresser, ce qu'il faut apprendre. Donc ça, c'était sur la question des talents. Je peux prendre une autre question et répondre. Vas-y, comme ça j'en prends d'autres, ouais, super. Votre programme est-il adapté aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat et en tant qu'indépendant? Oui, tout à fait. On n'est pas du tout forcément… donc, en tout cas, le programme Ikigai, il est à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est un projet personnel qu'on définit qui peut contenir un projet d'entreprise. Il y en a beaucoup. Et il y a plein de personnes d'ailleurs qui vont vers ça par la suite. Après, nous, on n'est pas non plus une pépinière d'entreprise. Donc, on est un premier pas et les gens ensuite vont se faire accompagner par des spécialistes de la création d'entreprise. On n'est pas du tout experts, nous, sur les questions juridiques, de business plan et ces choses-là, mais il y a plein de ressources là-dessus. Ça me permet de répondre aussi à une deuxième question qui est liée. C'est quel type de formation proposez-vous? Et là, les formations qu'on propose, elles sont plus axées recherche d'emploi, effectivement. On propose une formation qui s'appelle Booster votre candidature et qui est centrée sur le CV et le profil LinkedIn. Voilà, c'est Céline qui l'anime et d'ailleurs il y en a une bientôt qui est, je crois, assez complète. C'est le 17 mai. Voilà. Et donc ça c'est plutôt sur la partie écrite. Voilà comment se faire confiance et oser affirmer sur un LinkedIn ou sur un CV ou dans une lettre de motivation ses valeurs, ce qu'on a envie de faire, la contribution qu'on veut apporter au monde. Il faut trouver les mots justes pour faire ça et que ça sonne juste.
Donc plutôt la partie en amont de la candidature, l'écrit, et puis sur l'oral, on a une formation que moi j'ai pris en charge et que je vais animer sur le pitch, comment raconter sa transition en peu de mots, comment être convaincant, comment expliquer ça à un recruteur ou à ses collègues ou aux gens qui ne comprennent pas qu'on va peut-être vers un poste moins prestigieux, on va peut-être moins gagner d'argent. Et donc comment arriver à parler, à raconter son histoire à partir du sens. Une chose aussi que je peux préciser, c'est que dans nos formations ou nos accompagnements, nous, on accompagne beaucoup à partir de notre propre expérience. On a tous les trois, que ce soit Laura, toi Céline ou moi, quitté un job salarié stable pour aller se lancer dans une aventure un peu plus précaire économiquement, un peu plus risquée en tout cas. Et donc, on a traversé des peurs par rapport à l'argent, à la peur du manque, on a traversé des stress et des réactions douloureuses ou difficiles de nos familles, de nos proches, de nos conjoints. Et donc, on s'appuie beaucoup sur comment nous, on a réussi à dépasser ça pour partager ça et donner des ressources aux gens. Il y a un point effectivement sur les formations. Donc alors, nos formations, pour l'instant, il n'y a pas de formation e-learning et pour l'instant, effectivement, elles sont toutes, en tout cas dans le cadre des Ikigai et des formations, elles sont toutes à Paris. Ça fait partie des choses qui pourraient évoluer dans les mois qui viennent, mais en tout cas, pour l'instant, elles sont que parisiennes, effectivement. Et puis, rebondir sur la question des formations, même si c'est une autre question, il y a quelqu'un qui dit effectivement que même les formations sont parfois sélectives. Donc, effectivement, se faire accepter dans des formations, la personne, elle cite la construction écologique quand on vient d'un secteur complètement différent. Oui, effectivement, les formations font aussi leur sélection. Donc, je rejoins ce que tu dis, Lucie, qui est que c'est pas forcément évident. Mais par contre, là, c'est les mêmes armes, entre guillemets, les mêmes outils qui peuvent être utilisés pour la recherche d'emploi, c'est-à-dire mieux se connaître, avoir une vraie stratégie, rencontrer du monde. Voilà, on est dans une stratégie de recherche qui est effectivement, pour des formations, la même. Et d'ailleurs, nous, dans les gens qu'on accompagne, il y en a certains qui, à un moment donné, ont fait une formation, que ce soit une formation orientée développement durable ou pas. Et il y a eu ce temps aussi de travail et de maturation. Donc, et je peux quand même témoigner que quelqu'un que je connais qui a aussi suivi notre programme, qui s'appelle Marc, tu te souviens de lui, il était dans le marketing digital vraiment, et il est en train là de suivre une formation dans la construction et la rénovation écologique des bâtiments. Donc c'est possible. Donc c'est possible. L'avantage d'un réseau, c'est que moi je ne sais pas trop exactement si c'était difficile, comment il a fait, puisqu'il a fait sans nous cette partie-là. Sauf que si je vous mets en contact, il pourra vous expliquer comment il a fait son choix de formation. Il a suivi peut-être des MOOC avant pour se former. Quelqu'un parlait des MOOC. Bien sûr qu'il y a des MOOC qui sont super bien faits. Je pense que d'ailleurs c'est ce qui s'est passé pour Marc. Il a suivi un MOOC sur la construction écologique. Et ensuite, ça lui a permis de se faire accepter dans une formation en présentiel. J'avais aussi une question très pratique de Lane qui dit comment faire si pour une des séances, il n'est pas possible d'être présente. Ça nous est déjà arrivé que sur les 5 ateliers, comme il y a des dates qui sont fixées à l'avance, il y a une personne qui ne peut pas. On trouve une solution. Il y a possibilité de rattraper des exercices, de le faire en temps masqué à un autre moment. Et peut-être aussi, des fois, ça nous est arrivé de basculer des gens d'une promotion sur l'autre. C'est-à-dire que pour une séance qui était impossible, on l'a fait. Donc, vous voyez, on est vraiment, nous, dans l'artisanat, on n'est pas une grosse boîte. Et on s'adapte, on est souple. Il y a aussi Asli qui dit moi, j'ai suivi la formation et je vous la recommande vivement. Merci, Asli, d'être là et de témoigner. À la fin aussi, j'ai vu des personnes qui disaient avez-vous des titres de livres à nous conseiller pour notre transition ? C'est une vaste question parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de bons livres. Le problème, c'est qu'on est à la croisée de plein de sujets. Il y a les livres sur la transition écologique, l'effondrement qui vous donnent un grand contexte. Il y a les livres plutôt orientés développement personnel qui peuvent être très utiles aussi. Sur la CNV, par exemple, c'est un outil qu'on utilise. Sur l'ikigai, il y a beaucoup de livres sur l'ikigai en ce moment qui sont sortis là, depuis quelques années. Donc, n'hésitez pas à aller voir de plus près. Est-ce que toi, Céline, tu as d'autres idées de livres à conseiller ? Alors, il y a un livre qui est plutôt intéressant, qui est plutôt… alors, le titre est absolument… que je le trouve pas super, et la photo sur le livre, absolument… je ne l'aurais jamais acheté si on ne l'avait pas conseillé. Mais il s'appelle « Ici et maintenant ». Donc, non, c'est « Maintenant ou jamais », excusez-moi. « Maintenant ou jamais », et en fait, qui est autour de du moment de la vie où on a une crise de questionnement par rapport à…
ce qu'on est en train de faire et le rôle, justement, ça rejoint la question que tu disais, Olivier, sur la question du rôle. À un moment donné, on a l'impression d'avoir joué un rôle et on a l'impression de ne pas avoir écouté ce qu'on est vraiment. Et c'est un livre qui est assez pragmatique, qui me pose des bonnes questions et qui est assez aidant sur cette question de transition. Il est plutôt orienté crise de la quarantaine, on va dire ça, crise de milieu de vie, même si j'aime pas trop ce mot, mais il est vraiment intéressant. C'est un chouette livre. Après, il y en a pléthore, hein, des livres, mais on pourrait effectivement réfléchir à une bibliographie un peu plus ciblée. Il y a une autre question sur quelqu'un qui sort tout juste de ses études, Ouais. qui a fait des études qui ne sont pas estampillées développement durable et qui déjà se pose des bonnes questions. Et alors, nous, on a vraiment cet axe de répondre, oui, le plus tôt est le mieux, en fait. On intervient parfois devant des publics d'étudiants et on constate amèrement que le système scolaire et le système des études ne vous encouragent jamais à vous poser les bonnes questions et à réfléchir à qui vous voulez être, ce que vous voulez faire et où sont vos talents et vos forces. On va plutôt sanctionner vos faiblesses et vous faire rentrer dans des compétences attendues ou des cases. Donc, il n'y a pas de mauvais moment. On pensait au début qu'on allait avoir beaucoup de personnes autour de la crise de la quarantaine. En fait, on a des gens dans nos stages qui sont entre 25 et 55 ans. Ouais. Et à tous les stades de la carrière, il n'y a pas de règle, en fait. La question arrive. On a parfois des gens qui ont fait une grande école, qui sont rentrés dans une grande entreprise prestigieuse et qui, au bout de quelques mois, parfois quelques années, se disent mais c'est pas du tout ce que je voulais, c'est pas pour moi, j'ai pas du tout envie de vivre à la fois ces procédures, le pouvoir, cette ambiance-là, et donc qui viennent nous voir et qui disent voilà, il faut que je me réinvente complètement. Je vois aussi Sushila qui nous dit je me suis inscrite à une journée que vous faites le 17 mai. Est-ce que c'est la même chose concentrée? Non, justement, c'est ce que j'expliquais. Le programme Ikigai se développe sur 5 ateliers de 3 heures. La journée du 17 mai, c'est une journée de formation qui s'appelle Booster votre candidature sur le profil LinkedIn en particulier, le CV et comment en fait exprimer son souhait de transition et son projet à travers ces outils-là de la lettre de motivation, CV et candidature. Voilà, c'est comment on revisite l'outil classique, malheureusement, de candidature qui sont les CV, le LinkedIn et la lettre de motivation, pour parler de cette question de transition et comment on arrive effectivement à raconter une histoire autour de ce qu'on a, en fonction de ce qu'on a fait avant. Voilà, effectivement, on est dans le monde de la pharmacie, on a envie d'aller sur l'habitat responsable, par exemple, ou l'habitat écologique. Et dans ces cas-là, comment on arrive malgré tout à mettre en avant ce qu'on sait faire, nos talents, et raconter une histoire qui fasse que l'employeur, ça passe au niveau de la candidature, quoi. C'est vraiment retravailler son CV, son outil classique de com pour une transition. Il y a une question de Delphine que je trouve très intéressante aussi. Vous évoquiez des lectures, des fils d'actualité, des formations en ligne. Quelles références et sites recommandez-vous comme source fiable? Alors nous, on adore une source qui est très fiable et qu'on suit tous très religieusement, c'est le fil Twitter de Donald Trump. Je plaisante bien sûr. Non, j'allais vous dire, déjà, vous pouvez vous abonner à la newsletter de Mon Job de Sens. C'est une première chose qui est accessible par notre site internet et à nos pages Facebook et notre site sur LinkedIn aussi, notre page LinkedIn. On ne diffuse pas forcément les mêmes choses. Voilà, LinkedIn, c'est plus orienté professionnel et Facebook, c'est très large. D'ailleurs, quelqu'un dit « J'aime bien votre diffusion sur Facebook de vos offres, c'est inspirant pour des futurs projets. » Donc, voilà. Sachant que sur nos pages de com, et ça, bon, Sophie en est à la maîtrise derrière son ordi, mais on n'est pas uniquement à diffuser ce qu'on fait. Voilà, parfois on me dit, voilà, tiens, il y a un programme qui commence, mais on essaye justement d'être un peu un lieu ressource aussi de tout ce qui se dit, ce qui se fait. Donc, quand il y a un article dans un journal, il y a un MOOC qui commence, qui nous semble intéressant pour nourrir cette réflexion pour des personnes qui ont envie d'aide sur des métiers de la transition, pour la transition écologique, on le partage. Donc, en fait, voilà, nous, on l'utilise aussi comme un lieu de partage de ce qu'on voit passer et de ce qu'on entend qui nous semble comme démarche intéressante. Donc, c'est effectivement vous connecter à nos outils de réseaux sociaux, vous permettre d'avoir cette info au fil de l'eau. C'est un peu difficile de vous répondre comme ça, parce qu'il y aurait à la fois plein de choses à dire et à la fois... voilà. Sur la transition en général, quelqu'un qui est constructif et qui est très fiable, je trouve, c'est Cyril Dion. Vous pouvez suivre les publications de Cyril Dion. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le réalisateur qui a fait le film Demain, qui montre plein d'initiatives positives et constructives justement sur le monde de demain. Donc ça, je peux vous le recommander sans souci. Et bon, c'est un parmi d'autres, hein. Il y a plein de choses.
Je vois qu'il est presque l'heure là. Ouais, Est-ce tout qu'il y à a fait. encore des questions? Laurence partage une ressource, là, donc vous l'avez dans le chat, c'est la bonne formation sur pôle emploi.fr. Mm. Ça, c'est pour les formations qui sont référencées Pôle emploi. Donc, nous, on est en cours de rentrer dans les cases, ce qui n'est pas notre fort, il faut dire quand même les choses, parce que Ah, ce n'est pas merci ce qu'on aime Vanessa. le plus. Voilà. Vanessa aussi nous dit, je suis déjà abonné à votre newsletter et elle est motivante. Ouais. Voilà, super, merci. Ça fait plaisir d'avoir des retours comme ça. Ouais. Quelqu'un nous dit, si je comprends bien aussi, c'est Barnea, il vaut mieux suivre l'Ikigai avant de travailler les outils de com comme CV et LinkedIn. Euh, Tout dépend de où vous en êtes dans votre transition, en Ouais. fait. Ouais. Si vous savez déjà très clairement ce que vous voulez faire, où vous voulez postuler, c'est pas la peine de venir suivre l'Ikigai. Il vaut mieux aller directement travailler sur le CV qui va bien et le LinkedIn. Si vous êtes plutôt en recherche, en construction de projet, avec l'impression d'avoir des blocages, peut-être des peurs à dépasser, là, c'est plus un programme comme l'Ikigai qu'il vous faut, qui va vous aider à clarifier et à savoir affirmer qui vous voulez être et ce que vous voulez devenir. Oui, tu aurais fait Ouais, la même réponse? ouais, j'aurais fait la même réponse. Après, effectivement, c'est très complémentaire. On a commencé par l'ikigai parce que c'est effectivement l'accompagnement qui est le plus sur le long cours, où on approfondit des choses, où on prend le temps de la réflexion. Et en fait, c'est parce qu'il y a eu des personnes qui ont participé à l'ikigai qui nous ont dit bah, il y aurait peut-être besoin d'un outil vraiment focusé, qui est plus méthodo, qui est plus de la formation, en fait, sur le CV et LinkedIn, qu'on a créé cette formation-là. Donc, effectivement, ça dépend de là où vous en êtes. Il y a des personnes qui commencent à nous quitter parce qu'effectivement, il est Alors, 19h32. Donc, voilà, et on a atteint l'heure. Et donc, on va vous remercier. Voilà, je pense qu'on a tenu le timing. Merci beaucoup. Vous étiez assez nombreux. Voilà, plus de 40 personnes encore qui restent. On a été 58 à un moment donné, j'ai vu. Donc, félicitations à tous. Merci à vous. On merci. reste en contact. N'hésitez pas à nous poser toutes questions par mail. Et puis voilà, très heureux de vous avoir parlé ce soir et d'avoir partagé cette conférence avec vous. Merci beaucoup à Sophie qui a assuré la technique, ça a marché du feu de Dieu, donc c'est super. Et puis, ben, suivez vos boîtes mail, restez connectés, il y aura du nouveau.